Une histoire épouvantable dans le Maine-et-Loire. Une fillette de 6 ans enlevée par un inconnu. Je suis très rapidement dans l'idée qu'on est dans une urgence absolue. Et moi, ce qui m'importe, c'est surtout de retrouver Aurélia vivante et intègre. Le temps joue contre nous. Il faut aller vite. Parce que derrière, il y a la vie d'une enfant en jeu. La mobilisation a été massive et immédiate dès l'enlèvement de la petite Aurélia hier après-midi. Les recherches se sont poursuivies toute la journée et de gros moyens ont été mobilisés autour du village de Jalais. Il n'y a pas eu de limite sur ce dossier. Tout a été fait pour qu'on se donne une petite chance de la retrouver vivante. Les recherches 8 heures du matin. toute la journée et de gros Ce moyens lundi ont été 21 novembre mobilisés 2005, télévision et radio ouvrent sur une seule information, Aurélia. Tout est autour d'Aurélia. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que le visage de cet enfant soit connu de tout le monde et qu'on sache qu'elle a été enlevée. C'est la première fois que les médias sont mobilisés au service d'une enquête. À l'époque, le dispositif alerte enlèvement n'existe pas encore. Une femme décide de précipiter le cours de l'histoire. Brigitte Angibault, procureure de la République d'Angers. Il fallait un certain courage pour dire je prends la responsabilité de. Mais en même temps, le compteur qui tourne dans l'enlèvement d'un enfant est un compteur absolument dramatique. Chaque heure qui passe est une heure de vie en moins. L'enlèvement d'Aurélia va devenir une affaire exceptionnelle et conduire au bouleversement de toutes les méthodes d'enquête et de recherche. Il y aura un avant et un après, puisque cette disparition va mener à la mise en place d'un dispositif unique et colossal, Alerte Enlèvement. Plus de 10 ans après, j'ai décidé de retourner sur les lieux pour rencontrer les protagonistes de cette affaire et vous raconter l'envers du décor. Tout commence à Jalais, un village de 3300 habitants dans le Maine-et-Loire. Ce dimanche après-midi, Aurélia, 6 ans, et sa sœur aînée Mélanie, 10 ans, jouent sur le parking de l'école, à 100 mètres de chez elle. À un moment donné, il y a une voiture qui a approché, un monsieur est descendu, il s'est dirigé vers elle. Tout de suite, il a essayé de saisir et l'une et l'autre. L'aîné réussit à se dégager, la petite ne réussit pas. Mélanie court chez elle, Aurélia a moins de chance. Affolée, Mélanie prévient sa mère qui alerte les gendarmes. Le major touché s'occupe aujourd'hui d'affaires sensibles. C'est donc anonymement qu'il me raconte comment tout a commencé. Ce week-end-là, moi je suis de permanence à la section recherche avec un camarade et on est prévenu, je veux dire aux alentours de 16h, 4h moins le quart, 4h, par le centre opérationnel de la gendarmerie qu'ils viennent de recevoir un appel signalant la disparition et l'enlèvement d'une jeune fille de 6 ans sur la commune de Jalais, donc sur le département du Maine-et-Loire. Très vite, toutes les unités de permanence du Maine-et-Loire sont déployées sur le terrain. Sur place, on a une trentaine d'enquêteurs qui sont à pied d'œuvre, avec des spécialistes, notamment les techniciens en investigation criminelle, qui vont venir pour prendre en compte le parking. Avertie, Brigitte Angibault, procureure de la République d'Angers, se rend sur place. Pendant ce temps, les enquêteurs interrogent un à un les voisins. Les gendarmes qui font cette enquête de voisinage obtiennent un témoignage particulièrement important d'une automobiliste qui descend vers 15h50, au moment des faits, qui descend la rue du Pompio, de Jalais, et qui se fait littéralement couper la route par un automobiliste qui circule à bord d'un véhicule de couleur grise, qui est seul à l'avant, qui conduit, et derrière, elle remarque une fillette avec une chevelure brune.
qu'elle identifie comme étant Aurélia sur photo présentée. L'automobiliste est formel. L'homme roulait à bord d'une voiture grise, une Peugeot 309. C'est donc cette voiture et cet homme qu'il faut retrouver au plus vite. Le procureur Angibault veut tenter le tout pour le tout, déclencher une alerte maximale. Mais pareille décision ne peut se prendre sans l'aval des plus hautes autorités. Comment est venue l'idée du dispositif alerte enlèvement ? En 2004, Nicole Gage, qui était secrétaire d'État aux droits des victimes, décide de faire un déplacement au Québec pour voir le dispositif Amber Alert qui existe au Québec et inspiré des États-Unis. Et elle emmène avec elle dans sa délégation le président de la commission des lois, qui était Pascal Clément. Et Pascal Clément devient garde des Sceaux, et lorsqu'il est informé qu'il y a l'enlèvement d'une petite fille, Aurélia, et qu'en fait on a tous les éléments qui permettraient de déclencher le plan alerte enlèvement, il demande à son directeur de cabinet où en est l'instauration en France du plan alerte enlèvement, et le directeur de cabinet, Laurent Lemel, lui dit un peu gêné qu'en fait il n'y a pas eu de suite donnée au chantier initié par Nicole Gage. L'alerte enlèvement n'existe donc pas encore en tant que dispositif au moment du rapt d'Aurélia. Le procureur de la République et les gendarmes doivent donc composer sans. Tous les magistrats ont en culture générale des notions d'information à cette époque-là sur Amber Alert. Je pense à trouver une solution, une méthode qui me permette de récupérer rapidement l'enfant. La meilleure méthode, c'est le recours aux médias. Et derrière les médias, le recours aux Français. En fait, on va dévoiler l'orientation de nos investigations, de manière à effectivement mettre la pression sur le ravisseur, en lui faisant comprendre que finalement, on sait quel véhicule il utilise, on a une description assez précise de lui, et qu'avec ces éléments, à un moment ou à un autre, on va lui tomber dessus. On le place en situation d'insécurité, il va paniquer, il y a de fortes chances, il va avoir peur, forcément. Donc il y a plusieurs options s'offrent à lui. Soit il libère l'enfant, c'est ce qu'on souhaite tous, évidemment à ce moment-là, soit il la fait disparaître, c'est ce qu'on redoute. Une décision extrêmement grave à assumer. Brigitte Angibault décide de soumettre sa stratégie à la famille d'Aurélia avant de pouvoir décider en son âme et conscience. Je commence à dire aux parents ce que j'envisage de faire, sachant que c'est une responsabilité lourde et que je souhaite avoir une discussion éclairée avec les parents. Je décide à ce moment-là de faire venir un psychologue d'Angers. Et je lui demande de s'entretenir avec les parents en mon absence pour être certaine qu'ils aient bien compris tous les tenants, tous les aboutissants. C'est des parents très dignes, très très dignes. On a beaucoup échangé avec eux et on les tenait informés, sans écarter cette hypothèse qu'ils pouvaient avoir eux-mêmes engendré cet événement, pour des raisons qui peut-être nous échappaient. C'est pourquoi il y avait dès le départ un enquêteur qui avait été positionné auprès d'eux et qui est resté avec eux tout le temps. Après avoir lourdement pesé le pour et le contre, les parents d'Aurélia acceptent. À partir de là, tout s'accélère. Le procureur Angibault s'entretient avec les enquêteurs et il établit avec eux le plan d'alerte. La priorité, obtenir une photo récente d'Aurélia pour pouvoir la diffuser dans les médias. Encore faut-il que la famille en ait une. La chance nous sourit, à savoir qu'il y a une fête quelques jours auparavant chez eux, que les photos ne sont pas développées d'ailleurs, mais l'avantage c'est qu'Aurélia est sur cette photo et elle a la tenue dans laquelle elle a été enlevée. Donc on est un dimanche, je fais réquisitionner par les gendarmes un photographe
et on arrive à développer le film qui est dans l'appareil photo. « 22h. Plus de 6 heures se sont écoulées depuis l'enlèvement d'Aurélia. Presse écrite, télévision, radio sont convoqués en urgence. Une première. Très vite, une trentaine de journalistes fait le pied de grue devant la mairie. Il fallait que la procureure fasse une conférence de presse, qu'elle diffuse massivement aux médias les informations, qu'elle les tienne informés. Moi-même, qui était en contact avec de nombreux journalistes, j'ai relayé ces messages-là, avec l'autorisation évidemment du procureur de la République. J'ai des dizaines de journalistes qui attendent et qui sont là. Donc en fait, je demande aux journalistes de désigner 2 représentants. Un de la presse audiovisuelle, un de la presse écrite. En leur disant que seuls ces 2 représentants auront accès, en fait, aux parents. Aucune discussion, il n'y a même pas de mécontentement. Je pense que les journalistes, à ce moment-là, comprennent qu'ils sont sur quelque chose de très important, de très fort, même s'ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. La rédaction d'Ouest France a accepté, ce qui est quand même assez compliqué pour eux, de retarder le bouclage, et on a senti une très forte mobilisation. Ce qui était frappant, c'est que dès ce premier plan zéro, en fait, on s'est rendu compte que les médias jouaient le jeu et l'opinion publique jouait le jeu. La photo d'Aurélia est remise aux 2 journalistes qui deviennent les porte-parole auprès de leurs confrères. Du jamais vu en France. Quelques minutes plus tard, tous les médias sont prêts. L'appel à témoins qui va changer le cours de l'histoire est déclenché. Elle a été enlevée à 2 pas de chez elle. Une fillette de 6 ans est portée disparue dans le Maine-et-Loire. C'est sa sœur aînée qui a donné l'alerte. Enlevée par un inconnu alors qu'elle jouait près de chez elle. Elle a été enlevée à 2 pas de chez elle. Une fillette de 6 ans est portée disparue dans le Maine-et-Loire. C'est sa sœur aînée. Je suis certaine à ce moment-là que l'information commence à diffuser dans la nuit et que le lendemain matin, tous les Français sont informés. La France se réveille effectivement avec le visage d'Aurélia. Aurélia est âgée de 6 ans. Au moment de sa disparition, elle portait un sweatshirt rose. Hier après-midi, vers 15h45, elle jouait devant son école quand elle a été enlevée par un individu sous les yeux de sa grande sœur de 9 ans, qui, elle, a pu échapper à l'agresseur. En attendant les remontées d'éventuels témoignages, les recherches s'intensifient sur le terrain. Audition, vérification, fouille, ratissage. Plus que jamais, les enquêteurs mettent le paquet. Là, le jour est revenu, une nuit s'est écoulée. Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé l'enfant. Des recherches opérationnelles sont organisées sur un quadrilatère de 20 km de côté. 3 escadrons de gendarmerie renforcent les recherches. Pendant ce temps, le procureur de la République garde le contrôle total de l'information et suit les annonces des médias de très près. Il y a un outil mis en place à la chancellerie qui permet en temps réel de recevoir des alertes audiovisuelles dès lors qu'une affaire est citée. J'actionne ce dispositif-là. Tout au long de la journée, Brigitte Angibault organise des points presse pour tenter de faire évoluer l'enquête et d'influencer le ravisseur. Lorsque la remise volontaire de l'enfant a eu lieu dans un délai inférieur à 7 jours, la peine encourue est ramenée à 5 ans d'emprisonnement. Ma priorité, c'est effectivement que les médias relaient les informations que je souhaite, que je distille au compte-gouttes pour arriver au but que je me suis fixé, c'est-à-dire que l'enfant soit rendu, c'est-à-dire que le ou les ravisseurs relâchent l'enfant. Pour sauver la vie d'Aurélia, le procureur va loin. À 21h, et parce que chaque seconde compte, elle s'adresse directement aux ravisseurs. Pour qu'eux aussi vivent à leur Aurélia et qu'ils comprennent que la France entière vit à leur Aurélia et que leur seule possibilité, c'est de rendre l'enfant qu'ils n'auraient jamais dû prendre.
Au même moment, le PC chargé de l'enquête est mis en place à la mairie de Jalais, puis à la section de recherche d'Angers. Il se déplace au fur et à mesure de la montée en puissance des gendarmes. Une cellule d'enquête, c'est un groupe d'enquêteurs qui est dédié, qui se consacre à un événement ou à un phénomène. C'est aussi la cellule d'enquête qui, depuis Angers, gère les coups de téléphone reçus sur la ligne d'appel à témoins spécialement dédiée. Lorsqu'on lance le dispositif, il va y avoir toujours un numéro de téléphone qui va apparaître. Ce numéro de téléphone, il va permettre à toutes les personnes qui vont contacter la gendarmerie d'être pris en compte et de collecter l'information, de pouvoir l'analyser et, sur tous les témoignages qui semblent intéressants, pouvoir immédiatement le réorienter vers les services enquêteurs qui, eux, sont sur le terrain. Ce type de ligne peut présenter un intérêt à plusieurs époques d'une enquête. C'est-à-dire, il y a les renseignements de première urgence qui peuvent être communiqués, et puis ensuite, il y a des renseignements que l'on peut exploiter quelques jours après, et puis quelques semaines après, si malheureusement l'enquête s'enlise. Très vite, les appels affluent. C'est l'effervescence. Les enquêteurs les traitent les uns après les autres, sans négliger aucune piste. Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce qu'il s'agit d'un individu qui est en mal d'enfant? Est-ce qu'il s'agit d'un prédateur sexuel? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui cherche à obtenir des fonds? Je ne sais pas. Pour l'instant, toutes les hypothèses sont ouvertes. À ce stade de l'enquête, le signalement de la voiture supposée du ravisseur, la fameuse 309, est l'élément le plus tangible. En attendant de nouvelles pistes ou témoignages, les gendarmes mettent les bouchées doubles pour retrouver cette voiture. Ça fait 24 heures maintenant et sur place, on a le sentiment que c'est une course contre la montre qui s'engage. Oui, c'est une course contre la montre. Alors d'une part, il va falloir vérifier les immatriculations de près de 1000 véhicules, 309 grises ici dans le Maine-et-Loire qui ont donc été répertoriés. Il va falloir retrouver leurs propriétaires, ce qui va être un travail assez long, assez fastidieux. Un autre élément pourrait néanmoins accélérer l'identification du propriétaire de la 309. Un témoin donne un autre détail. Il y avait un drapeau jamaïcain à l'arrière de la voiture. On a plusieurs membres d'une même famille qui vont être placés en garde à vue, être entendus longuement pour vérifier les emplois du temps. Parce qu'ils avaient un véhicule qui pouvait correspondre complètement. En fait, cette première piste sérieuse va s'éteindre d'elle-même, puisqu'en fait, on va arriver à les mettre hors de cause par leur emploi du temps. Une immense déception pour les gendarmes, relatée en temps réel par les médias qui suivent l'enquête quasiment en direct. 4 personnes, je vous le disais, ont été placées en garde à vue, mais les enquêteurs annoncent qu'elles vont être libérées. L'enquête est dans l'impasse. Et cela fait 28 heures qu'Aurélia a été enlevée. Pour multiplier les chances de retrouver la fillette, fait rare à l'époque, une équipe de profileurs est appelée en renfort. Ils nous disent que pour eux, c'est quelqu'un du secteur, ce qui nous conforte dans cette orientation. Ensuite, un certain nombre d'éléments, mais qui sont très hypothétiques. Probablement seul, qui a une motivation sexuelle. Et j'avoue que je vois arriver la nuit avec une certaine anxiété. Ouais. Parce que je me dis que c'est la deuxième nuit, et que là, que ça va être difficile. Et que je crains une échéance. Vous craignez qu'elle soit morte? Oui. On n'est pas pessimiste de nature, mais malheureusement, notre expérience professionnelle ne nous habitue pas à voir de belles choses. On a une vague idée du but de l'enlèvement de cette petite, et c'est extrêmement rare qu'une jeune fille enlevée, ayant subi certaines choses, soit libérée. Et on avait quand même peu d'espoir d'avoir une issue favorable. C'est pour ça qu'en fait, sur l'engagement des moyens, sur l'engagement des personnels, il n'y a pas eu de limite sur ce dossier-là. 300 gendarmes et 2 hélicoptères poursuivent les recherches, des moyens exceptionnels. Les gendarmes ne lâchent rien. C'est une ambiance concentrée. Voilà, chacun est concentré à sa tâche et chacun sait que dans sa fonction, dans son rôle, à sa place, il tient un petit bout de la vie de cet enfant-là. Peu avant 20h,
Brigitte Angibault franchit une étape supplémentaire. Elle diffuse le portrait robot du suspect, dressé grâce au témoignage du témoin qui a croisé la fameuse 309. On a la chance d'avoir un témoin qui nous dit que ce portrait est fiable. Je pense que l'on ne peut pas se priver de la possibilité de le diffuser. Je ne souhaitais pas, tant qu'on n'en avait pas besoin, faire une chasse à l'homme. Parce qu'un portrait robot, ça peut ressembler à des centaines de milliers d'individus. Voilà. Donc l'idée, c'était de se concentrer sur un certain nombre d'éléments et pas automatiquement de s'éparpiller. Le signalement de la voiture, le portrait robot, le relais massif par les médias. Le ravisseur doit maintenant être aux abois. Pour ne rien vous cacher, je redoute l'arrivée d'un appel téléphonique qui pourrait m'annoncer la découverte du corps de la victime. Évidemment, ça c'est angoissant. Je commence à me dire que le délai de 24 heures est passé, que pour l'instant, la pression mise par l'intermédiaire des médias ne fonctionne pas. Ce que veut dire pudiquement le procureur, c'est que dans ce genre d'affaires, passé 24 heures, les chances de retrouver l'enfant vivant deviennent très minces. Près de 30 heures après la disparition d'Aurélia, les gendarmes reçoivent un étrange appel. Une personne qui habite Cholet, voilà, qui signale qu'elle vient de recueillir à son domicile, il est 21h15, une jeune fille, une fillette, qui dit qu'elle s'appelle Aurélia, qu'elle a froid et qu'elle veut rentrer chez elle. Elle n'est pas prostrée complètement, même si elle ne dit pas grand-chose. Quand elle se présente chez les personnes qui la recueillent, elle explique pas ce qui est arrivé, mais elle explique que c'est Aurélia, qu'elle est enlevée et qu'on vient la déposer dans la rue. Les gendarmes foncent sur place pour récupérer la fillette. En route, ils préviennent le procureur. Et là, je me souviens tout de suite de la question que j'ai posée immédiatement, c'est vivante. Et là, mon interlocuteur me dit oui. Bon, là, c'est le soulagement. Aurélia est vivante. Elle a été relâchée. C'est une victoire pour tous. Même si personne ne sait encore ce qu'elle a pu subir et que son ravisseur est toujours dans la nature. L'objectif est quasiment atteint. Voilà, c'était ce qu'on souhaitait, la retrouver. Le reste, je n'ai pas de doute. C'est peut-être un peu présomptueux, mais je sais qu'on l'aura. Pour moi, c'est plus qu'une question de temps. Ce que j'ai même dit, c'est une question d'heure. Je le sais. Parce que ce qui est en place va nous amener à lui. Inévitablement. Je suis contente de retrouver ma fille, saine et sauve. Aurélia va très bien. Aurélia, elle nous attend. On va aller la rejoindre. Forcément, il y a de l'émotion. Et de voir aussi ses parents. Ses parents, enfin l'angoisse qui était la leur. On ne peut pas rester insensible à ça, bien évidemment. Tous ceux qui étaient là sont émus, bien évidemment. Là c'est le moment émotion, voilà. Mais le moment émotion qui doit vite être mis entre parenthèses parce que il faut que chacun retourne aux investigations. Des investigations qui, en principe, débutent par l'audition de la victime pour obtenir un maximum d'éléments pouvant conduire au ravisseur. Mais le procureur Angibault en décide autrement. Le choix que je fais à ce moment-là, c'est de privilégier l'hospitalisation de l'enfant. C'est-à-dire de privilégier la santé sur l'enquête. Aurélia, 6 ans, est vivante. Elle a été retrouvée hier soir à Cholet, dans ce quartier en construction. Il était 21h15 lorsqu'elle a sonné chez cet habitant. L'homme l'a immédiatement reconnue et a prévenu la police. Mardi matin, la France se réveille avec la bonne nouvelle. Mais côté enquête, la traque continue. Aurélia a passé la nuit à l'hôpital, en sécurité auprès de ses parents. Les médecins l'ont examinée. Il est temps maintenant de l'auditionner.
les enquêteurs s'adaptent, entre guillemets, au fait qu'elle soit une enfant. Donc, elle est entendue dans un cadre... D'abord, elle est entendue à l'hôpital, dans un cadre aménagé, pour recevoir donc l'audition de mineurs. Un canapé, des jouets, des peluches. Tout est fait pour mettre en confiance Aurélia. Pendant 2 heures, la fillette livre aux enquêteurs les conditions de sa séquestration. Les gendarmes tombent des nues. On va apprendre que dès le dimanche soir, elle est à table en fait avec un couple et 2 petites filles. Alors ça, c'est quelque chose qui était complètement imprévisible pour nous et qui était déroutant parce qu'en fait, c'est pas du tout l'image qu'on se faisait de l'enlèvement au départ. Aurélia précise que le monsieur l'a enlevée, effectivement, qu'il l'a mise dans un sac à l'arrière de son véhicule, dans un endroit, ensuite qu'il l'a ramenée à son domicile, où elle a vu sa femme et 2 filles avec qui elle a discuté, dont une est en classe de CM1, qu'elle est restée avec eux, qu'elle a dormi avec eux, où elle a été agressée, qu'ils lui ont donné à manger le lendemain, dont un menu McDo, et qu'ils lui ont offert une poupée Barbie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'attendais effectivement à être confronté à un prédateur sexuel, ça clairement, oui, mais pas en famille, pas en couple. Du haut de ses 6 ans, Aurélia sait qu'elle a été la petite fille la plus recherchée de France, celle pour laquelle une alerte nationale a été déclenchée. Elle relate qu'à un moment donné, elle se voit elle-même, Aurélia, à la télé. Et elle relate les moments de discussion, de panique, de peur de celui qui l'a enlevée et de sa femme. Donc tout ça, elle vit en fait aussi, Aurélia, en direct, les effets de ce qui a été appelé après la première alerte enlèvement. Aurélia parle avec précision de ce qu'elle a vécu au sein de la famille. Ses repas, ses discussions avec les filles, la télévision, la poupée. Mais elle a du mal à évoquer le viol qu'elle a subi. Ce qu'elle sait, c'est que c'est grave, dès le début. C'est grave parce qu'on la prive de son papa et de sa maman, c'est grave parce qu'on la met dans une voiture, c'est grave parce qu'on la met dans un sac, c'est grave parce qu'elle est dans une maison où elle ne connaît personne, c'est grave parce qu'on lui fait mal. Pendant ce temps, les témoignages continuent d'affluer à la cellule de crise. 19h20. Parmi les dizaines d'appels, celui d'une femme, une certaine Alfreda Deneux. Elle vit à Villedieu-la-Blouère, non loin de Cholet. Elle est mariée à un homme, Dominique Guillouche. Il a 36 ans et le ravisseur, dit-elle, c'est lui. Alfreda Deneux appelle sous la menace de son frère. Chauffeur routier dans le nord de la France, il était dans son camion quand il a entendu l'alerte nationale et la description précise de la 309 du ravisseur. Donc il va appeler sa sœur et puis il va lui dire mais il était où Dominique dimanche quand je suis passé parce que t'as vu ce qu'il y a à la télé, Dominique était pas là, la voiture qui est décrite c'est la sienne, ou ça ressemble très fortement à la sienne et il ne sait pas dimanche Dominique. Et donc sa sœur qui s'appelle Alfreda va paniquer et va lui dire que effectivement c'est Dominique qui est à l'origine de l'enlèvement de la petite. Une épouse qui dénonce son mari sous la contrainte de son propre frère, une femme qui serait complice, selon le témoignage d'Aurélia. Il est urgent d'arrêter ce couple, car il risque de prendre la fuite. Les gendarmes foncent chez le couple Deneux-Guillouche. Grâce à l'audition d'Aurélia du mardi matin, nous on sait qu'elle a été séquestrée dans l'habitation. On sait dans quelle chambre elle est séquestrée, dans quelles conditions elle est séquestrée. On sait qu'elle a eu des rapports imposés par le couple dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on sait que la dame qui appelle, en dehors du fait qu'elle nous signale que c'est son mari qui est l'origine de l'enlèvement, on sait qu'elle est impliquée directement sur des agressions sexuelles sur la petite Aurélia.
Lorsque les gendarmes arrivent, le couple est chez lui. Guilouche est prostré, c'est Alfreda qui accueille. Voilà, il n'a aucune réaction, il est emmené. Une perquisition a lieu au domicile, sur place. Voilà. On trouve donc Guilouche, son épouse, Alfreda Deneux, et les deux petites. Les deux petites filles du couple sont prises en charge par les services sociaux. Alfreda Deneux et Dominique Guilouche, eux, sont interpellés. Une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. 2 juges d'instruction sont nommés pour poursuivre les investigations. Le directeur d'enquête, Joël Kerlot, reste à la tête des opérations. Je demande à ce que le couple soit ramené à l'issue de la perquisition au PC d'enquête pour qu'on puisse organiser et dérouler leur garde à vue. Il me faut un enquêteur aguerri et chevronné, donc je désigne le major touché. L'enjeu pour le major touché, faire parler Dominique Guilouche. Il doit le mettre en confiance, instaurer un climat rassurant pour qu'il puisse parler. Et le courant passe entre l'enquêteur et le gardé à vue. Dominique Guilouche se met à table. Il explique que depuis des années, il a ce fantasme, celui d'enlever un enfant. C'est tellement fort que, en fait, quand il va avoir enlevé Aurélia, quand il va arriver à la maison, quand il décrit la scène de l'arrivée à la maison, il faut imaginer, c'est un truc de fou quand même. Hein. Il arrive devant son pavillon, il sort un sac de sport de la voiture, et c'est pas des courses ni des vêtements qu'il y a dedans, c'est une petite fille de 6 ans. Et en fait, il va franchir la porte, il va aller dans sa chambre, il va poser le sac, il va aller chercher sa femme, et quand il rentre dans sa chambre, il ouvre le sac. Il dit à sa femme, ça y est, c'est bon, j'en ai mis. Dominique Guilouche raconte en détail la captivité d'Aurélia, jusqu'au moment où Alfreda et lui, dit-il, l'ont violée. En fait, ils avaient ce qu'ils cherchaient à avoir et ils ont fait avec ce qu'ils avaient envie d'en faire. Donc, sur l'implication des deux, il n'y a pas de doute. Sur la perversion du couple en lui-même, voilà, sur le fait de tomber sur un couple de pédophiles, on n'a pas de doute sur ce coup-là. Dominique Guilouche reconnaît avoir élaboré une stratégie pour maintenir Aurélia sous emprise, pour en faire, dit-il, son esclave. Il y a une partie qui va être de mise en confiance, la mettre à table, essayer d'alimenter, de lui faire prendre connaissance des 2 petites filles qui sont déjà là, de nouer un lien, avec derrière ça, la finalité de l'enlèvement qui n'est pas d'en faire une 3e fille de la maison, d'en faire un objet sexuel du couple. Dominique Guilouche est d'Isère. De son côté, sa compagne Alfreda Deneux est beaucoup moins bavarde. La seule chose qui lui tient à cœur, c'est de convaincre les gendarmes qu'elle n'a aucune responsabilité dans l'enlèvement d'Aurélia. Elle explique que lorsque Dominique Guilouche prend sa voiture, elle n'a absolument pas idée de ce qu'il est parti faire. Et c'est quand il revient avec la petite fille que là, elle a conscience qu'il a fait une bêtise, comme elle dit, tu t'as fait une connerie. Ça, c'est ce qu'elle dit dans ses déclarations. Et puis ensuite, immédiatement, elle dit « faut la rendre ». Si Alfreda Deneux tente de minimiser son rôle, Dominique Guilouche, lui, continue de s'épancher. À propos d'Aurélia, mais pas seulement. Il raconte aux gendarmes effarés qu'il a déjà commis une série d'enlèvements et d'agressions sexuelles. Les victimes sont nombreuses, très nombreuses. Après avoir évoqué les 15 à 20 agressions sexuelles et viols dont il va me parler, il va évoquer les tentatives d'enlèvement. Et là, on va s'apercevoir qu'en fait, en 2 ans, ils en ont commis une demi-douzaine. Et la grande surprise, c'est d'apprendre que en fait, Deneux Alfreda participe à ces tentatives d'enlèvement. De 2003 à 2005, avec sa femme, ils ont essayé à plusieurs reprises, et avec sa femme et avec sa petite fille. Donc ils font des sorties d'école, même avec la petite fille dans leur réhausseur, à l'arrière. Contrairement à ce qu'elle dit, Alfreda Deneux a donc un rôle bien actif dans le processus criminel du couple. Les investigations qui ont suivi dans le cadre d'une cellule d'enquête ont permis de recenser 16 victimes d'agressions sexuelles perpétrées par Guilouche et sa compagne, et 5 tentatives d'enlèvement. À l'issue des gardes à vue,
le couple est mis en examen pour enlèvement, séquestration et viol, et incarcéré. Reste à retrouver les victimes, faire le tri dans les déclarations du couple, déterminer les responsabilités de chacun en attendant le procès qui permettra de les juger. Aurélia a 18 ans aujourd'hui. Elle vit toujours chez ses parents, à quelques mètres de l'endroit où elle a été kidnappée enfant et poursuit ses études. Aurélia m'avait dit 1 ou 2 ans plus tard, j'aimerais un jour être avocate. Et je lui ai dit, écoute, tu verras, mais merci de dire ça. Sa famille a décidé de l'éloigner des médias pour la préserver. Un silence pour mieux oublier. Le choix qu'a fait cette famille, et je pense que c'est un bon choix, c'est de ne pas réduire leur existence à cette affaire, c'est-à-dire que chacun continue à cheminer. Aurélia la première, et c'est bien, c'est ce qui doit être. Le parking de l'école où Aurélia a été enlevée a été détruit et réaménagé. Le temps passe, mais les souvenirs restent. Joël Kerlot garde précieusement le cadeau que la fillette lui a offert. C'est un dessin qui représente un enfant, il y a un mot dessus. Voilà, qui nous dit qu'elle n'oubliera jamais ce qu'on a fait pour elle. Et il est où ce dessin? Chez moi. Le dispositif Alerte Enlèvement ne porte pas le prénom d'Aurélia. C'est pourtant elle qui, dans la mémoire des magistrats, continue de l'incarner. L'image de l'affaire Aurélia, c'est la petite Aurélia en photo avec sa tenue rose. Une enfant respirant la joie de vivre. Et c'est quand même cette image-là qui restera. Voilà. C'est-à-dire l'apparence d'une enfant heureuse, pleine de joie de vivre, qu'elle aurait dû rester, et une enfant qui, en vrai, était en train de supporter ce qu'aucun enfant au monde ne devrait avoir à supporter.